plus votre sportivité et votre élégance, mais quand vous connaîtrez les intentions du général, je suis sûr que vous deviendrez mon plus ferme soutien. Bon, je lui dis, comme je n'avais pas reçu de nouvelles, je passe mon chemin, et le lendemain, effectivement, la masse des députés gaullistes fait que je le distance de 200 voix. Et il me fait dire que dans ces conditions, il se retire. Voilà comment ça s'est passé. Alors, je suis élu largement. Le général était venu à l'Assemblée pour assister au discours du doyen d'âge. Il avait d'ailleurs bien ri au moment de la méprise du cher chanoine. Enfin, il n'avait pas à se mêler de tout ça. Et il quitte le banc du gouvernement, il s'en va. Le résultat est donné, je suis élu. Et je vais prendre possession de mon nouveau bureau à l'hôtel de la Sey. Le bureau était entièrement vide, sauf une enveloppe. Alors, je reconnais l'écriture penchée et un peu vers le haut à Monsieur le Président Chaban-Delmas. Je prends la lettre. Mon cher Président, mon cher ami, vous venez de remporter un fort beau succès. Je vous en félicite et je suis certain que dans cette nouvelle mission, vous accomplirez autant de bonnes actions que dans vos missions précédentes. Votre dévoué, Charles de Gaulle. Voilà. Est-il exact que lors des obsèques du général, Madame de Gaulle va vous prendre à part et va dire Jacques Chaban-Delmas, le général vous aimait bien? Ça a été bouleversant. Ça a été bouleversant. Nous étions allés à Colombey, Georges Pompidou et moi, chacun dans son hélicoptère, parce qu'on ne voulait pas risquer la vie des deux têtes. Le cercueil était déjà fermé. Nous nous recueillons. Et au bout de quelques minutes, il faut repartir. Alors moi, je m'efface. C'était bien évident pour que le président de la République passât le premier. Alors Georges Pompidou s'éloigne, quitte la pièce. Moi, je viens saluer Madame de Gaulle, qui m'arrête, me prend mes deux mains dans les siennes, ce qui n'était pas un geste qui lui était familier, me regarde et me dit « Il faut que vous le sachiez, il vous aimait bien. » C'était bouleversant. D'ailleurs, je suis encore ému, souvenir. Il vous aimait bien. Car une fois président de l'Assemblée, et lui à l'Élysée, nous avions fonctionnellement, et je veillais à ne pas le manquer, 2 ou 3 rendez-vous par mois. Des rendez-vous, en général, d'1 heure. Et parfois, il me faisait venir à l'Élysée le soir, à 21 heures. Et là, nous étions le long de la glace. Il y avait une petite table un peu oblongue sur laquelle était posée la tisane. Et nous causions de la manière la plus libre, et la plus libre, cœur à cœur. Et quand 11 heures sonnaient, il se levait, moi aussi, et il me raccompagnait à la porte de son cabinet. Et je repartais par le fond du parc
par où j'étais arrivé. Alors, progressivement, il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir confiance. Et une fois qu'il m'a eu accordé cette confiance, alors nos relations se sont détendues en même temps qu'elles se sont resserrées. Et nous avons pu débattre des sujets les plus difficiles et même les plus périlleux dans une atmosphère de père à fils. De père à fils. Quand vous regardez l'ensemble de votre parcours politique, de résistant, ici sur une collectivité locale, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on retienne, qu'on dise de Jacques Chaban-Delmas dans les livres d'histoire? Qu'est-ce qui a été le plus important, ce qui a le plus pesé pour vous? Oh, Chaban-Delmas a été un homme de bonne volonté. Il a été un homme épris de la France et soucieux de ses compatriotes. Épris de la France, oui. Comme d'ailleurs je me suis épris par la suite de Bordeaux. Car entre Bordeaux et moi, dans mon cœur, c'est une histoire d'amour, vous savez. Et il fallait que ce fût une histoire d'amour pour franchir les obstacles, absorber les vilainies, qu'il y en a eu, et ne jamais me décourager. Les hommes politiques sont en général très pudiques et parlent très peu d'amour, et vous n'hésitez pas, vous, à très souvent parler d'amour et des relations qui sont celles que vous avez avec votre épouse Micheline. Vous n'hésitez pas à aborder en public vos relations amoureuses, entre guillemets. Mais tout n'est qu'amour. Vous avez entendu chanter Piaf. Sans amour, on n'est rien du tout. Bon. Mais c'est vrai. Un jour, le directeur de la Monnaie est venu me voir. « Ah, monsieur le président, m'a-t-il dit, c'était à l'Assemblée, la Monnaie va graver votre médaille. » Alors à la Monnaie, c'était toute une histoire, parce que chaque président de l'Assemblée nationale avait droit à une médaille officielle avec sa gueule à l'avers et le palais Bourbon à l'envers. Au revers, plutôt, au revers. Eh bien, je dis, je vous remercie. Ah, il me dit, monsieur le président, je dois vous poser une question. Sur la médaille, il est de tradition de marquer votre devise. Bon, je lui dis, c'est très simple. Tout n'est qu'amour. Il a un hoquet. Il dit, comment? Tout n'est qu'amour. Je dis, mais naturellement, monsieur le directeur, tout n'est qu'amour. C'est la proposition. Et la médaille a mis très longtemps à sortir, hein, parce que ça avait terrifié. Elle a été faite avec amour. Les gens de l'hôtel du quai Conti. C'est le propos du chrétien, ou d'un humaniste? Je ne vais pas comme Delors vous dire « Je suis chrétien et c'est ma gloire, mon espérance et mon soutien ». Je ne vais pas faire comme Delors à Liévin, où ça avait fait sensation. Hein. Moi, je suis un bon chrétien, mais pas fanatique. Et je dois dire que, en fait, les enseignements, je les ai surtout tirés de moi-même. C'est un problème de tempérament. Je hais la violence, je hais l'intolérance, je hais la misère, je hais tout ce qui atteint les autres, et je me réjouis profondément de tout ce qui peut leur favoriser la vie. Voilà, c'est comme ça. En fait, je suis essentiellement bienveillant.
Voilà, et bien cette interview de Jacques Chaban-Delmas, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, a été réalisée il y a un peu plus de 5 ans, en 1995. Jacques Chaban-Delmas était alors député-maire de Bordeaux. C'était ces derniers mois dans la vie publique. Il aura été fait président d'honneur de l'Assemblée nationale, vous le savez, en 1996. Et depuis, eh bien, il était effectivement à Paris. Il demeurait à l'ombre de cette Assemblée nationale qu'il aimait tant, rue de Lille. Et ce que l'on sait peut-être moins, et je l'ai su la semaine dernière par l'aumônier des Invalides, c'est que c'était aussi un soldat. Et c'est en soldat qu'il allait aux Invalides où se trouve sur place un hôpital réservé aux grands blessés. Jacques Chaban-Delmas, à la fin de ses jours, vous le savez, a de nombreuses difficultés à marcher. Et son rêve, son dernier rêve, c'était de pouvoir se remettre debout. Il faisait d'énormes séances de rééducation encore ces dernières semaines avant sa disparition. Et c'est là toute l'image d'un grand gaulliste que l'on gardera. Merci de votre attention. La semaine prochaine, nous nous retrouvons mardi pour une autre séance de questions d'actualité. L'actualité de tous les jours cette fois. À très bientôt. Elle court, voir la rattraper. Sagacité tout de suite sur France 3. France 3 vous donne rendez-vous. La seconde partie de ce 7 à 8, comme promis, nous vous emmenons maintenant à la Boisserie, la maison familiale des De Gaulle, à Colombey, les deux églises. Et celui qui nous ouvre les portes de ce lieu chargé de souvenirs et d'histoire, c'est l'amiral Philippe de Gaulle, le fils aujourd'hui âgé de 82 ans. Silhouette, le même visage, la même rigueur aussi. C'est lui qui nous guide dans ce parc où le général se promenait plusieurs fois par jour, lui qui nous fait découvrir cette maison où Yvonne, sa mère, a vécu jusqu'en 1978. C'est lui aussi qui nous montre des films de famille inédits, l'image d'un bonheur tranquille dans les années 60. Et dans le deuxième tome de son livre, De Gaulle, mon père, écrit avec Michel Thoriac, l'amiral évoque la période du